et je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce 17e salon des services à la personne. On démarre très très vite parce que notre conférence risque d'être interrompue à 10h45 par la venue de la ministre. Donc on sera obligé de s'arrêter lorsque Aurore Berger arrivera. Et comme vous voyez, on a beaucoup d'intervenants très intéressants. Et du coup, je ne voudrais pas surtout leur spolier la parole. Donc on essaye de démarrer assez rapidement. Alors la Silver Economy a 10 ans. Quel regard porter sur cet anniversaire ? Créé en 2013 par un comité de filière, le marché de la Silver Economy entend répondre aux besoins des personnes âgées de plus de 65 ans, avec des besoins qui sont multiples, énormes, et qui touchent à l'ensemble des champs de la vie quotidienne. L'aide aux aidants, le parcours résidentiel, la santé, la prévention, l'inclusion sociale, la mobilité et les aménagements. Alors derrière les images d'Eldorado ou d'or gris dont on a beaucoup entendu parler, se cache donc une filière multifacette et complexe tant les besoins sont énormes. Les entreprises doivent répondre à des défis extrêmement importants, tant pour solvabiliser la demande, pour valoriser les métiers clés et pour répondre à la diversité des profils et des besoins. La Silver Economy, ça reste un marché de 60 milliards d'euros avec des perspectives démographiques extrêmement importantes. Et même si on n'y est pas aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de l'investir et d'imaginer qu'elle va se développer. Pour en parler, 5 intervenants de taille. Fabien Verdier, vous êtes maire de Châteaudun et vous êtes l'ancien conseiller de Michel Delaunay. Alors, vous n'êtes pas assis dans l'ordre de ma présentation, je suis désolée. Alexandre Petit, vous êtes président du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine et vous êtes aussi président d'Alogia Group. Elsa Parlange, vous êtes directrice de l'action sociale de la CNAV Île-de-France et vous nous parlerez de l'engagement public. Caroline Mouminou, vous êtes directrice de Le Grand Caire France et vous représentez les industriels. Et Franck Nataf, vous êtes président de la FEDESAP qui représente les services à domicile. Vous défendez les services à domicile. Alors je vais me tourner vers vous d'abord, Fabien Verdier, maire de Châteaudun, à l'initiative avec Michel Delaunay de cette initiative majeure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a prévalu au lancement de cette filière et quels étaient les enjeux et les intentions de départ ? D'accord, bonjour. Alors, il faut coller bien, on m'a dit. Très bien, merci. Bonjour à tous, donc Fabien Verdier, je suis maire de Châteaudun et président d'une association qui fédère les villes sous préfecture en France, il y en a 235. Donc oui, en 2012, je suis arrivé comme conseiller économie de Michel Delaunay. C'est vrai que je vais vous parler un petit peu de la genèse. Elle se souvenait que j'avais fait des études d'économie à l'ENS Cachan, agrégation d'économie. Elle me dit, les seniors, c'est pas qu'une perte de chance, c'est pas qu'un coup, ça peut être aussi une opportunité économique. Donc on a creusé ce point avec les équipes, avec le ministère, et puis à ce moment-là, on parlait de gérontechnologie, les technologies au service des seniors. Puis on a monté des groupes de travail, fin de l'année 2012, début 2013, et on s'est rendu compte, vous les avez un peu énoncés, madame, qu'il y avait des freins liés à l'offre, liés à la demande, la solvabilisation de la demande, à l'innovation. Et puis, petit à petit, en faisant ces groupes, on a travaillé avec Bercy et le ministère de l'Industrie pour créer une filière industrielle. Et moi, j'insiste sur cette dimension économique industrielle parce que c'est bien ça dont il s'agit aussi. C'est une économie au service de l'âge, mais une économie qui doit être développée pour nos âgés, pour nos seniors. Et le constat était lequel? Il était de se dire qu'il fallait fédérer tous ces acteurs épars en faisant des gérontopoles, en faisant la Silver Valley à Ivry-sur-Seine, en faisant la Silver Normandie, etc., etc. Beaucoup d'initiatives ont été faites. En créant ce salon, Silver Eco Expo aussi, parce qu'il manquait un salon B2B, qui existe donc depuis maintenant 10 ans. Et donc on a essayé de développer ça. On avait lancé la filière avec Arnaud Montebourg à Bercy devant 600-700 personnes. Et puis ensuite, elle s'était déclinée en région, elle s'était déclinée dans les territoires, on y est très attachés. Et avec, je vous le disais tout à l'heure, cette volonté de se dire qu'il y a 2 milliards de seniors dans le monde en 2050, selon l'ONU, puisqu'on se disait en 2012-2013, les chiffres n'ont pas beaucoup bougé, qu'il fallait faire preuve de R&D, d'innovation, de la recherche, de gérontopoles, à l'université, de R&D, de recherche appliquée, de développer des brevets, et que la France pouvait tirer son épingle du jeu et être un peu en avance sur l'Europe, sur la Chine, sur le Canada, sur l'Europe du Nord, etc. Que pour une fois, prendre un peu d'avance. Donc on savait que le chemin serait au long cours, on savait que ça prendrait du temps, des décennies,
Là, on est 10 ans après, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais que déjà beaucoup a été fait. Et l'enjeu, toujours mon côté agrégé d'économiste, c'est de tirer la France vers un avantage concurrentiel, compétitif, en disant que demain, il y aura 2 milliards de seniors. Donc il y a ce marché de l'économie liée à l'âge, de l'industrie liée à l'âge, sous toutes ses formes. Hein. Ça pouvait aller de l'exosquelette à la domotique, etc. Sur l'alimentation pour seniors, je me souviens que c'était le pôle Vitagoran Bourgogne qui travaillait en ce sens, etc. Sous toutes ses formes. Et deuxièmement, il y avait un aspect fort dont le grand s'était emparé. C'était le GICHNEP à l'époque, il était le patron du comité de filière, on l'avait associé entre Mme Delaunay et M. Montebourg. Et deuxième, c'était que de toute façon, le CREDOC le disait, la consommation se seniorise. Plus de la moitié de la demande française est senior. Donc en termes de marketing, en termes de design, en termes de demande, il fallait que les entreprises françaises, TPE, PME, ETI, grands groupes, aillent vers ce marché-là aussi pour améliorer leur compétitivité. Compétitivité hors coût, compétitivité coût. Dans les deux domaines, encore une fois, en Europe ou dans le monde, parce que le marché sera demain mondial. Et donc c'était l'idée de prendre un avantage concurrentiel. Donc en structurant une filière économique industrielle, sous toutes ses formes, hein, de l'alimentation à l'habillement pour seniors, je me rappelle certains faisaient des miroirs, etc. Enfin, les innovations, il y avait des yeux trouve tout et c'est très très bien ainsi. Et deux, pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, tout type d'entreprise, dans cette demande qui se seniorise, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. L'idée, c'est d'être prêt à. Et voilà, c'était cet engagement qu'on a porté. On avait créé un fonds aussi de capital risque, hein, avec BPI France et pas mal de partenaires, de 40 millions d'euros, plus de 70 millions d'euros. Je vous l'avais dit, la Silver Valley, la Silver Normandie, en Pays de Loire, etc. Dans beaucoup de régions, il y a eu des innovations, dans des agglomérations, à Guéret, dans la Creuse, etc. Et l'idée, c'était de mettre en mouvement, là, au niveau français, au niveau local, au niveau national, pour que cette Silver Economy se développe le mieux possible et le plus rapidement possible. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, être prêt à, c'est effectivement l'enjeu d'ici 2030. Les gérontopoles, Alexandre Petit, sont particulièrement investis depuis le début. Comment aujourd'hui ça se traduit sur le terrain et comment vous vous fédérez, puisque vous avez créé une union des gérontopoles, donc vous travaillez ensemble pour mettre en œuvre ce prêt à. Oui, merci beaucoup. Alors, les gérontopoles, nous, on n'adresse pas forcément uniquement l'enjeu de l'économie. Hein. C'est plutôt comment, sur les territoires, fédérer l'ensemble des acteurs qui peuvent participer à la dynamique du bien vieillir. Et donc, ça inclut bien sûr les entreprises, mais aussi les associations, les collectivités, les grands donneurs d'ordre public. Et le but, c'est d'être des facilitateurs, des agrégateurs au sein d'un... Alors, en Nouvelle-Aquitaine, celui dont je suis président, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé par la région et l'ARS. Et le but, c'est de fédérer tous les acteurs qui veulent participer à une dynamique du bien vieillir, au sens large. Et on a une spécificité assez forte, qui est d'avoir au sein des gérontopoles une compétence à la fois scientifique et éthique. Et c'est ça qui nous différencie beaucoup de l'approche qu'on peut avoir par la filière, on va dire, strictement économique. C'est de pouvoir avoir des scientifiques qui travaillent à des projets de recherche en lien avec les associations, avec le secteur médico-social, avec les pouvoirs publics, avec les grands acteurs. Donc il y a 9 gérontopoles aujourd'hui en France qui sont positionnés sur l'ensemble du territoire. Et effectivement, l'actualité de cette année, c'est qu'il y a une union des gérontopoles qui s'est créée pour fédérer les gérontopoles à l'échelle nationale. Françoise Tenenbaum en est la présidente, moi j'en suis administrateur. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt au nom de l'union des gérontopoles qu'on souhaite souligner la place que doivent avoir les acteurs de territoire au plus près des gens, auprès des acteurs aussi associatifs, des collectivités, des grands donneurs d'ordre. Parce que si on veut déployer une dynamique du bien vieillir pour 14 millions de Français de plus de 60 ans et 5 millions d'aidants qui les accompagnent, on va dire, il va falloir que ce soit bien sûr décidé en centrale par une filière, mais aussi établi sur des territoires qui ont tous des spécificités. C'est ça la marque un petit peu des gérontopoles, c'est d'être présent sur les territoires pour favoriser le bien vieillir au sens large, avec une vraie dimension à la fois scientifique, mais aussi éthique. Vous évoquez en préparant cette conférence la complexité du secteur. Est-ce que vous avez le sentiment d'une filière qui s'est structurée ou dans laquelle il est plus facile de circuler, d'accéder à l'information, de se développer ? Je pense que la filière s'est beaucoup structurée, a beaucoup évolué en 10 ans. Après, ce qu'il faut regarder, c'est le vrai problème qu'ont les gens. Enfin, la solution qu'on veut apporter aujourd'hui, c'est de dire, quand on affronte un sujet de perte d'autonomie, qu'on soit senior ou qu'on soit aidant, c'est un parcours du combattant. Il y a des solutions qui sont multiples, services à la personne, des solutions numériques, des solutions de financement. Et donc,
le parcours du combattant, je ne pense pas qu'on ait réussi aujourd'hui complètement à l'effacer. Par contre, je pense qu'on est en train d'y aller et qu'on prend une dynamique qui là aussi évolué, où on essaye de passer d'un système très curatif à un système beaucoup plus préventif. Et c'est ça qu'on porte aussi avec les gérontopoles, c'est comment déployer de manière assez massive des solutions de prévention, parce que tout le monde veut pouvoir bien vieillir chez lui le plus longtemps possible et surtout en bonne santé. Merci. Elsa Parlange, vous êtes directrice de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Vous êtes financeur, bien sûr, vous soutenez des solutions, mais pas seulement, puisque vous vous inscrivez en tant qu'organisme public dans un accompagnement. Comment ça se met en place? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quels sont ces développements? Oui, alors donc l'assurance retraite que vous devez connaître sur le volet des retraites, on en a légèrement entendu parler ces derniers temps, a aussi un pilier important qui est celui donc de l'action sociale. Dans le cadre de cette action sociale, on porte des aides à des dispositifs d'aide individuelle et on soutient aussi le champ de l'innovation. Donc dans le cadre du champ de l'innovation, on a 2 actions vraiment très charismatiques et c'est un appel à projet lancé de façon annuelle avec nos partenaires que je vois ici, Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale. Donc l'idée c'est d'apporter un soutien des solutions émergentes. Là, on n'est pas encore sur des solutions qui ont trouvé leur marché, donc c'est de les accompagner financièrement dans leur début, les débuts de leur histoire. Et puis, on a un dispositif qui s'appelle VivaLab, qui est un dispositif national qui a été mis en œuvre en 2019 avec la Banque des Territoires, la MSA, la GERCARCO. L'idée, là, est d'apporter un soutien à des solutions beaucoup plus confirmées et de les accélérer. Donc on pourrait voir ça sous l'angle uniquement du financement, mais comme vous l'indiquiez, c'est beaucoup plus que ça, puisque on le voit bien et je vous invite à aller voir les porteurs de projets qu'on a soutenus cette année, qui pourront vous raconter cette histoire mieux que je ne le ferai moi-même, puisque eux-mêmes l'ont vécu. L'idée, c'est de se dire que le financement, c'est un des angles d'attaque, mais il y a besoin de beaucoup plus qui passe par de l'accompagnement à l'ingénierie, du guidage sur des questions purement juridiques, légales, marketing, de communication, de positionnement sur le marché. Donc nous, on opère d'une mise en relation avec des experts du secteur. Silver Valley est présent aujourd'hui, France Active, on a Make Sense. Donc tous, en fait, on génère un écosystème qui permet d'avoir cette vision-là. Et puis, on essaie d'accompagner aussi sur, la connaissance du secteur. Alors, je raconte toujours cette anecdote, mais c'est quand même important. Tous les porteurs de projets qui arrivent et qu'on écoute en audition arrivent souvent avec la même histoire. Alors, si vous êtes porteur de projet, ne nous racontez plus ça sur « j'ai eu un grand-père » ou « j'ai eu une grand-mère qui a eu et ça m'a donné l'envie d'eux ». Bon, c'est super intéressant, mais c'est pas complètement un point de départ sur une logique ni de cohorte ni de structuration de marché. C'est juste une impulsion. Donc, à partir de là, je regarde le Gérondif qui est présent ici. On a une unité de recherche sur le vieillissement. L'idée, c'est de mettre aussi les acteurs, opérateurs qui ont au départ une idée, une envie, un souhait, vers une structuration d'un marché qui s'appuie aussi sur des connaissances, des données statistiques, des données de recherche, des mesures d'impact. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait aussi, sur le long terme, la possibilité pour un service ou un besoin de se structurer. Alors, dans les difficultés, moi, je ne vais pas tellement parler des miennes, parce que ce n'est pas les miennes qui sont intéressantes, mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, on est face à des bénéficiaires, je vous le disais, auxquels on verse des aides individuelles. Et la perte d'autonomie est déjà une très mauvaise nouvelle pour tout un chacun. Donc, le repérage dans les besoins qui vont répondre à ma perte d'autonomie, c'est un combat, et un chemin extrêmement douloureux, avec aussi des données que les sciences comportementales étudient beaucoup, l'envie qu'on a tous plus ou moins de ne pas trop voir le sujet quand même et de le reculer le plus loin possible. Donc souvent arrive le besoin à un moment où on est à un endroit de la rupture. Donc la mobilisation des solutions est très complexe et puis les aidants prennent leur part. Plus on approche de la cinquantaine, plus on trouve que ce sujet se rapproche de nous de façon assez forte. Et donc, c'est comment on agit en effet de prévention. C'est tout l'enjeu pour nous, pour essayer de faire en sorte que l'accompagnement ne soit pas dans le moment de rupture, mais dans un accompagnement au long cours. Et peut-être que les rendez-vous de prévention à partir de 50 ans décidés par la ministre Aurore Bergé pourront participer de cette prise de conscience. Et en effet, on porte aussi, je suis administratrice du PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, c'est tout l'enjeu aussi, porter des ateliers de prévention.
Et le deuxième sujet dont je voulais parler, juste qui est très important, c'est celui de la solvabilisation. Dans notre nouvelle convention d'objectifs et de gestion, il est fixé une priorité donnée à l'appui et à l'aide aux publics les plus fragiles. Alors la fragilité, elle a 1000 visages. La fragilité, elle est sociale, elle est territoriale et elle est souvent cumulative. Et donc, vis-à-vis de ces publics, comment est-ce qu'aujourd'hui, quand je sais qu'une offre existe, comment, acteurs publics nous sommes, rendons la possibilité de pouvoir se financer et de pouvoir avoir accès à cette offre. C'est pas rien de le dire parce que ça donne une vraie complexité par rapport à des offres qui sont parfois en abonnement. Comment est-ce qu'on crée la continuité dans le temps? Donc ça, c'est une de nos responsabilités aussi, avec cette idée de bien utiliser l'argent public par ailleurs. Oui, en sachant que ce que vous disiez également, c'est que les porteurs de projets sont soutenus pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, doivent être économiquement viables. Exactement, c'est une règle. Alors c'est une règle qu'on s'est fixée pour éviter d'être en soutien au fonctionnement et d'être sur le volet investissement, mais on voit bien la limite aussi parfois, c'est que 2 ans parfois c'est très court, ou nos opérateurs parfois se sont beaucoup appuyés sur les financements des acteurs publics et le moment où on lâche cette main devient un moment très complexe. Parfois de grandes difficultés, oui. Merci beaucoup. Caroline Mouminou, vous êtes directrice Le Grand Caire France. Vous avez été dans l'aventure de la Silver Economy dès sa conception. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est-à-dire, au bout de 10 ans, quel bilan en tant qu'industriel vous tirez? Comment vous arrivez à vous développer et quelles sont les perspectives pour d'ici 2030? Oui, alors 2030, en 2030, c'est bientôt, mais 5 minutes. Effectivement, le groupe Legrand, comme Fabien Verdier le disait, a été au départ de l'histoire. Legrand est un grand industriel est basé à Limoges. Et en fait, ce point est important parce qu'à Limoges, le bassin Limougeot était assez représentatif, et l'est toujours, de la désertification médicale, du vieillissement de la population. Et en fait, il y a eu des projets de partenariat avec le département, avec des industriels, où Legrand testait la domotique. Alors, il y a 10 ans, on parlait de domotique. Maintenant, on parle toujours de domotique, mais peut-être que c'est un petit peu plus rentré dans les mœurs. On parle plutôt de chemin lumineux, c'est rentré un petit peu plus aussi dans la connaissance du grand public. Et on testait et on se disait, bah oui, finalement, la domotique, ça peut aider les personnes âgées pour le quotidien. Les volets roulants, allumer une lumière plus facilement, de la détection technique, détecteur de gaz, détecteur de fumée, c'est important quand une personne âgée est chez elle seule, il faut absolument la sécuriser. Legrand a rencontré aussi des acteurs comme une société qui s'appelait Intervox à l'époque et maintenant qui est devenue Le Grand Caire, spécialisée dans la conception de produits de téléassistance. Et c'est là où Gilles Schnepp, notre PDG de l'époque, a eu 2 raisons pour y croire. La première, économiquement, oui, c'est un marché de croissance. C'était vérifié, la démographie. C'est un marché de croissance, donc forcément, en tant qu'industriel, on regarde les études, comme vous le disiez, et puis on regarde là où il y a du potentiel, en faire une opportunité, mais dans le bon sens du terme. Et puis il y croyait aussi personnellement. Donc en fait, Legrand s'est structuré aussi en rachetant des sociétés qui étaient spécialisées, alors au niveau européen aussi, au niveau des solutions spécifiques, comme on parle de téléassistance. Alors la difficulté, c'est que ce sont des solutions qui sont, oui, un peu stigmatisantes, mais ô combien utiles quand on veut rester chez soi, en toute sécurité, et éviter la chute. Mais il y a plein d'autres solutions, effectivement, comme le chemin lumineux ou les détections techniques, qui sont ou bien portées par la division spécialisée Caire, Le Grand Caire, ou bien par le groupe Legrand dans son quotidien, au travers des électriciens. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, je ne veux pas faire de la paraphrase, mais 10 ans après, pour répondre à votre question, on est toujours un petit peu frustré par ce déploiement pas encore massif, parce que nous, on est un industriel, donc c'est vrai qu'on ne fait pas que la partie solution de Silver Eco, donc on vit aussi de plein d'autres solutions, mais il y a un problème de méconnaissance du grand public. Comme vous le disiez,
personne ne veut se sentir vieillir, donc je recule, je tombe, c'est trop tard. Et après, c'est la spirale infernale. Donc oui, il y a une structuration, il y a eu vraiment des avancées, ne serait-ce que là, voir aujourd'hui tous les acteurs, que ce soit des start-up que des grands groupes. Ça, c'est une réussite, et du public et du privé, ça c'est une réussite fondamentale, parce que c'est vrai que de toute façon, ça touche tous les acteurs, tout le monde. La difficulté qu'on peut avoir, nous, en tant qu'industriels, c'est de se poser comme acteur incontournable du parcours de vie, parce qu'on a des solutions, et plein d'autres industriels ont aussi des solutions, mais qui ne sont pas connues, ou quand elles sont connues, c'est très compliqué de les acheter ou de s'en préoccuper, parce que on ne sait pas à qui, en fait. C'est un tiers de confiance, c'est quand même la vie de la personne fragile. Et au final, ça ne se fait peut-être pas, et on penche plus vite, ou on va plus vite vers la dépendance. Donc oui, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de visibilité. On parlera de la prime adapt, où c'est peut-être un bon moyen aussi, enfin la loi aussi, et les ministres en parleront mieux que moi, la prime adapt, pour parler de ces sujets, qu'un diagnostic est nécessaire, qu'on a besoin d'adapter, pour prévenir tout simplement et pas se sentir absolument vieux, mais qu'il y a des solutions qui sont très simples d'usage, très accessibles, parce qu'on parlait de solvabilité, il faut que ce soit accessible, mais ce sera accessible s'il y a un déploiement massif. Si c'est de petites sociétés, des petites structures et des petites solutions à petite échelle, ça ne sera jamais accessible. Alors que l'intérêt de la locomotive du grand groupe, ça va permettre aussi à aider cette accessibilité financière. Alors, ma prime adapt devrait être opérationnelle à partir du 1er janvier 2024, à partir de 70 ans. Donc, les évaluations sont possibles à partir de ce moment-là. Et en effet, on pense que l'adaptation du logement, à partir de cet âge-là, devrait, à condition qu'il y ait quand même des financements en face et que les gens s'en emparent et qu'il y ait une communication suffisante. Ce qui pose aussi des questions d'éthique, mais on y reviendra peut-être après, et peut-être on reparlera des diagnostics ensemble. Franck Nataf, vous êtes président de la FEDESAP, donc en tant que fédération représentant les services à domicile, quel regard portez-vous, vous, sur cette silver economy? Est-ce que les aides à domicile, est-ce que les services s'emparent de ces technologies-là ou de ces mises en réseau, en lien? Et si elles s'en emparent, comment? Et comment vous voyez justement leur développement? Parce que les aides à domicile sont formées à ces outils. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, nous, en tant que service à domicile, on n'a jamais été complètement dedans et complètement dehors. C'est pour ça que je vous pose la question. Une position un peu ambivalente. Après, effectivement, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est quand même qu'on est un secteur de manière générale qui est en très grande souffrance du fait de l'absence de financement. Et là, pour le coup, peu importe les statuts. Ce qui fait que la possibilité d'innover, d'introduire justement, par exemple, des aspects numériques ou technologiques au sein de nos services, c'est évidemment le chemin qu'on doit suivre. Sauf que c'est très difficile d'innover quand du coup vous êtes déjà pris à la gorge sur plein d'aspects. Donc il y a eu, et il y a encore aujourd'hui beaucoup par exemple d'acteurs des services à domicile qui travaillent avec des téléassisteurs, qui vont faire par exemple de l'installation de systèmes de téléassistance, ou même de systèmes beaucoup plus poussés d'un point de vue numérique. Il y a par exemple des centres de formation complètement numériques avec de l'immersion en réalité virtuelle qui permettent de pouvoir former par exemple des auxiliaires de vie sur des gestes au quotidien. Donc ça vient, mais effectivement c'est parfaitement ralenti de l'autre côté par le fait que en gros on soit dans une crise énorme en termes de recrutement, des vraies difficultés aussi en termes de formation, avec des problématiques de lisibilité des parcours qui sont énormes, et évidemment des difficultés économiques, puisque je rappelle quand même qu'on n'a jamais vu ça en termes de défaillance aussi bien d'associations que d'entreprises,
l'année 2023, c'est une année noire. Hein. Enfin, on n'a jamais vu ça depuis 10 ans. Et par rapport à ça, donc, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? En effet, quand on a créé la filière Silver Eco, on s'est dit il faut une logique interministérielle. Là, ce qu'on voit, c'est que dans la PPL qui a été annoncée récemment, c'est pareil, il y a aussi cette approche interministérielle et qui est effectivement indispensable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi qu'il y ait le financement au bout et pas qu'on revienne à des solutions, parce que du coup, c'est ça qui nous a été proposé d'il y a 10 ans. Parce que ça, on les a déjà expérimentés, on sait que ça ne marche pas. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse expérimenter de nouvelles choses, d'un point de vue aussi modèle économique. Alors la stratégie Bien Vieillir qui a été présentée par Aurore Berger la semaine dernière est bien dans cette logique-là, puisqu'on a vu défiler sur l'estrade pas moins de 9 ministres. Donc ce qui était... Alors, on avait déjà vu un engagement des ministres précédemment, mais là on est sur l'ensemble des champs, qu'il s'agisse du numérique, du sport, de la mobilité, de l'habitat, avec un travail qui s'inscrit dans de l'interministériel. Est-ce que vous, concrètement, sur le terrain, comment vous le mobilisez ? Alors je m'adresse à vous en tant que maire de Châteaudun, puisque vous êtes le représentant de l'État dans les collectivités locales. Comment ça se traduit pour vous, cette interministérialité ? Alors, elle s'est traduite en Eure-et-Loire, près de Châteaudun ou à Châteaudun ou dans l'Oréchal. Il y a pas mal d'entreprises qui sont dans le champ de la silver economy, qui développent des activités, qui créent des emplois, parce que aussi à la base, la création de la filière, c'est pour créer des emplois. Et moi je le redis, il y avait cette dimension de part de marché au niveau européen et mondial qu'il faut chercher, mais 20 ans, 30 ans, 50 ans, hein, on prépare les choses sur le long terme. Je pense à la Silicon Valley aussi, je vais travailler un petit peu en 2005. Ce qui me frappait, c'était la fertilisation croisée. Et c'est ce qu'on voit quand vous parlez d'interministérialité, public-privé, ça a été dit, petit, moyen, grand, ce salon, etc. C'est quand on échange qu'on crée de la valeur. Moi, dans la Silicon Valley, c'était Stanford et un biologiste, c'était un chimiste, c'était un VC, un fonds de capitalisme. Et c'est ce qui manque parfois en France. Et la silver economy, c'était aussi cette dynamique-là qu'on voulait porter. Part de marché, être en avance de phase, la domotique, ça a été dit, même avec des choses un petit peu audacieuses. En 2012-2013, on parlait des exosquelettes, vous savez, pour que les seniors puissent, par exemple, ça venait de l'armée, hein, se tenir dans leur cuisine. Ou lutter contre les TMS. Voilà, ou pour cuisiner, etc. Ou plein de choses. Et bien on sent que ça pointe, ça arrive, ça se développe. Et je vous parlais de Vitagora tout à l'heure sur les pains hyperprotéinés, sur des choses comme ça. Il y a énormément d'innovation pour les seniors. Et je pense que c'est ça qu'il faut que la France développe au niveau privé, avec l'appui du public, avec les gérontopoles. Il y en a 9 et 2 en gestation, si j'ai bien compris. Parce que derrière, il faut beaucoup de recherche aussi, beaucoup de recherche. Peut-être théorique, puis appliquée. Scientifique, sociologique, anthropologique, etc. C'est tout ça, c'était mettre en mouvement la société. C'était ça notre objectif et je pense qu'on a en partie réussi. Et moi je le disais, on est resté 2 ans avec Michel Delaunay et je leur disais aux acteurs privés, on disparaîtra. C'est vous qui ferez la filière, c'est pas le public. À un moment donné, il faut que le privé se prenne en main. On peut pas. Voilà, c'est au secteur privé, financeur, le fonds de capitalisme que je vous disais tout à l'heure. La communication, ça a été dit, on ne s'est pas assez connu parce que le vieillissement, c'est jamais facile pour personne. Il y a souvent un refus d'obstacle, hein, ça a été dit. Voilà. Et donc, mais par contre, il faut entraîner la société, parce que ce vieillissement-là, je vous dis 2 milliards de seniors dans le monde, il n'y a que le continent africain qui ne vieillit pas. Même l'Amérique latine vieillit, au Brésil, etc. L'Amérique du Nord, évidemment, la Chine, l'Europe, évidemment. Et donc, il faut que la France soit compétitive sur ce marché-là, et c'est important de le promouvoir ensemble. Vous nous direz après, concrètement, sur votre terrain, comment ça se passe ? Elsa, pardon. Oui, sur la fertilisation et par rapport à ce que vous expliquiez sur l'hybridation, on a tout ça à chercher à notre niveau, là où on peut s'améliorer. Je donne un exemple très simple et qui est très en lien avec vos métiers, vos activités. Nous, on finance des structures évaluatrices et des services à domicile. On a plus de 600 conventions signées avec des opérateurs sur l'ensemble de l'Île-de-France, pour lesquels on est en train de se dire qu'il y a vraiment une démarche à mener sur les solutions innovantes que nous finançons, les porter à la connaissance et sensibiliser en fait ces acteurs, puisque nous on n'est pas sur le terrain, nous on est financeurs d'opérateurs de terrain qui sont au contact des retraités. Et en fait on voit que là il y a un angle mort très concrètement pour se dire qu'en fait dans la relation de confiance, qui mieux que la structure évaluatrice qui vient une fois par an, qui me connaît bien, qui identifie mes besoins, qui peut venir en sortie d'hospitalisation, et le service à domicile, c'est quand même le contact le plus régulier, le plus constant qu'on puisse avoir. Comment est-ce que nous avons la responsabilité de faire connaître à ces publics qui sont au contact des bénéficiaires finaux des solutions ou des services qui peuvent émerger pour vraiment être dans
logique de médiation, prescription et confiance, tout en respectant, alors ça c'est aussi un sujet pour nous, des enjeux éthiques importants. Comment on reste sur la liberté de choix et pas sur la prescription d'un seul service au prétexte que nous l'aurions financé, quand un marché est diversifié. Donc ça, c'est un point très important aussi. Ni sur l'ubérisation des services. Oui, puisque ça, c'était un autre sujet que vous souhaitiez aborder dans les questions d'éthique. C'est qui s'empare de oui, alors, cette prise en soin. le terme d'ubérisation, il est un peu brutal, mais c'est cette idée de se dire que pour que des offres soient rentables et tiennent économiquement, elles vont avoir tendance à être sur des logiques un peu d'ubérisation. Je donne des exemples et je ne cite personne, donc c'est vraiment pas une accusation. Se dire qu'on va, dans le cadre de son offre, recourir à des retraités qui viennent pour un complément de retraite, recourir à des étudiants qui viennent pour un complément. Bon, c'est un modèle dont on se dit, alors c'est nous aussi parce qu'on est acteur public. Il fonctionne quand à un moment donné, chaque acteur engagé dans le processus a un intérêt à agir qui fait que, voilà, on n'est pas sur des logiques où on se dit, nous on finance des solutions qui vont vers une forme de dégradation d'un modèle vers lequel, modèle social, parce que c'est aussi de l'argent public qui va financer, donc on est très soucieux de ne pas voir émerger des modèles dont on pourrait se dire, ça va vers une petite tendance à l'ubérisation qui pourrait interroger les services publics que nous sommes. Merci beaucoup. Est-ce que le guichet unique dont on parle quand même et qu'on attend peut être une réponse à cette difficulté d'information du grand public et comment il va se mettre en œuvre sur les réponses concrètes? Vous le savez mieux que moi, mais il y a une action qui est lancée là, qui s'appelle le service départemental à l'autonomie, hein, dont la préfiguration va se lancer au niveau donc, des départements préfigurateurs, et Dominique Libaud, qui est vraiment à l'initiative de la démarche dans le cadre du rapport qu'il avait émis, sera présent, je crois, demain ou peu importe, dans le salon. Là, on voit vraiment ces logiques qui ne correspondent pas forcément à un guichet unique, à un guichet physique, parce qu'on a souvent cette tendance à penser que c'est parce qu'il y a un endroit d'accueil. En fait, c'est comment on coordonne l'ensemble des acteurs sur un territoire, public, privé, dans la réponse qu'ils peuvent avoir de façon coordonnée, la connaissance qu'ils ont des services opérés par les autres, plutôt que d'être chacun dans un couloir de nage, ce qui est encore tout à fait le cas, et d'avoir un effet de millefeuille, ce qui rend encore plus complexe la solution. Mais le service public départemental pourrait être, le SPDA pourrait être une bonne première réponse apportée à ce besoin. Vous évoquiez les questions d'éthique il y a quelques minutes. Les gérontopoles, tout à l'heure, Alexandre Petit, vous nous disiez que ça faisait partie de votre souci et de votre axe de travail. Quelles sont les questions éthiques qui se posent aujourd'hui pour les 5 prochaines années, par exemple? Oula. Alors, je ne sais pas si j'aurai une réponse à cette question. Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le développement d'une filière économique au sens où on l'entend pour adresser un enjeu qui est finalement très social, ça nécessite forcément qu'on ait une attention très particulière sur les solutions qui sont déployées, et en particulier dans celles qui sont déployées pour les gens qui sont accompagnés avec des financements publics, comme tous les bénéficiaires qui sont accompagnés par les départements. Après, je rejoins pleinement le point de vue qui a été partagé avant. C'est aussi aux entreprises d'aller tirer leur modèle, et tout ne pourra pas se faire avec des financements publics et de l'accompagnement. C'est bien d'aider au démarrage, mais ensuite il faut que les entreprises puissent trouver un marché qui a du sens, qui réponde vraiment à un besoin. Et donc au niveau de l'éthique, au sein des gérontopoles, en tout cas, on a pour la grande majorité un conseil scientifique avec des médecins. Donc on a un volet qui est scientifique, qui a quand même un lien avec l'éthique. Et ensuite, nous, on s'associe aussi avec un cercle éthique qui est là pour valider quand des solutions viennent se présenter aux gérontopoles, veulent être évaluées, veulent être diffusées ensuite sur les territoires. On peut les accompagner, mais on vérifie d'abord que si c'est un sujet qui est scientifique, les scientifiques nous disent que ces solutions sont validées. Et si c'est un sujet qui touche à l'éthique, on fait appel à des cercles éthiques qui viennent un petit peu valider que ces solutions peuvent être diffusées avant diffusion. Merci. Alors, on a un autre volet quand même de l'avenir, en tout cas de l'avenir immédiat, c'est la question de la formation et des recrutements de personnel. Est-ce que, je m'adresse à vous, Franck Nataf, est-ce que, parce que vous êtes vraiment confronté, mais vous n'êtes pas le seul, mais tous les métiers du médico-social et du sanitaire aujourd'hui sont confrontés à ces questions de recrutement et de formation.
Comment ça s'inscrit, comment cette problématique-là s'inscrit dans la silver economy et comment vous pouvez utiliser ces services et cet écosystème pour répondre à cette question majeure. Non, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qui sont effectivement en train de se déployer sur le territoire. Typiquement, par exemple, pour répondre à des problématiques de recrutement et donc à du traitement de candidatures en masse, des outils comme ChatGPT, par exemple, peuvent être des vraies réponses. Avec une capacité de pouvoir aller, par exemple, scanner l'ensemble des job boards pour aller trouver le bon candidat pour la bonne structure qui va lui faire gagner du temps en termes de recrutement, ça évidemment. Des outils bien pensés d'e-learning à destination de nos intervenants. Donc le but c'est pas de faire que du e-learning parce qu'on est quand même dans des métiers très concrets du réel et donc là il y a une forme d'apprentissage en physique, présentiel nécessaire, mais évidemment des outils d'e-learning bien pensés avec justement de l'intelligence artificielle qui tient compte par exemple du niveau du candidat pour lui proposer des modules qui sont cohérents par rapport à son parcours, c'est une évidence. Typiquement aussi, aujourd'hui on est un métier qui est très très peu numérique. Parce que les outils numériques aujourd'hui qui existent dans les services à domicile, ils sont pour gérer le back-office. La facturation, le planning, voilà. Mais l'intervention en elle-même, elle est très peu numérisée. L'intervention, c'est j'envoie une auxiliaire de vie, aider physiquement et uniquement physiquement, alors qu'en réalité, bien formé, en effet, et c'est évidemment ça qu'on essaie d'introduire dans tous les programmes de formation, bien formé, une auxiliaire de vie, elle est capable d'être sur un premier niveau de vigilance, d'être sur un premier niveau d'alerte. On a de plus en plus d'adhérents, par exemple, qui se tournent vers ce qu'on appelle du care management. L'auxiliaire de vie, c'est le premier pas vers le care manager. Et donc là-dessus, il faut évidemment que ces personnels soient formés au numérique. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive plus à les trouver, à les recruter, à les mettre dans les écoles. Donc, alors, justement, mais typiquement, tous les outils qui vont permettre de gagner de la productivité peuvent permettre de résoudre une problématique de tension en termes d'effectifs. Puisque du coup, si j'arrive à être plus productif grâce à des outils extérieurs, j'ai aussi une tension moindre en termes de personnel. Si je suis plus efficace par exemple, dans mon intervention en elle-même, parce que, par exemple, aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont, les services à domicile, je suis sur de l'intervention programmée qui est d'1 heure à chaque fois, par exemple, ou d'une demi-heure, parfois dans des départements où c'est désastreux, voilà. Mais en fait, le besoin de la personne en elle-même, il est peut-être pas d'une demi-heure, il est peut-être même pas d'1 heure, et peut-être qu'il y a un jour c'est 1h26, le bon temps, voilà, et que le lendemain c'est 18 minutes. Et ça aujourd'hui, c'est pas du tout pensé d'un point de vue financement, clairement. C'est pas non plus facile à mettre en œuvre avec les outils dont on dispose aujourd'hui. Et est-ce que dans les services à domicile, vous avez une espèce de compilation des différentes solutions qui existent et qui seraient à disposition du grand public comme des professionnels ? Parce qu'en fait, je me permets de vous poser la question parce que j'ai le sentiment qu'on voit se développer une multitude de solutions pour prévenir les chutes, pour en tant qu'appel malade, etc. Mais que peut-être ces solutions ne communiquent pas entre elles et qu'il faudrait investir dans X solutions pour solvabiliser un accompagnement. Bon, je vais dire quelque chose qui peut pas être politiquement correct, mais bon, limite, voilà, faut le dire. Aujourd'hui, effectivement, le poste des services à domicile, et c'est la manière dont on l'envisage en général, c'est une capacité de distribution,
une capacité de prescription avec toutes les problématiques d'éthique qu'on a évoquées, mais une problématique de prescription. Voilà. Et c'est vrai qu'on se dit, très bien, mais nous, notre problématique aujourd'hui, c'est la survie. Donc, en quoi ça participe économiquement d'opérer la fonction de distribution? Et très souvent, on nous dit, bon, bah voilà, alors vous allez distribuer tel truc, là, tel chemin lumineux ou tel autre dispositif, et puis on vous donnera 20 €, voire, j'ai entendu, on donnera des chèques cadeaux à vos salariés. Bon, c'est super, mais en fait, quand on est face à des problématiques économiques majeures, ça ne nous change pas la vie. Et en plus, c'est très souvent sur des ratios qui sont extrêmement faibles, hein, et qui ne changent pas le modèle économique. Le jour où, en effet, et c'est pour ça que je suis plutôt convaincu que à partir du moment où on intégrera, nous, dans nos services, la mise à disposition de ces outils-là, sans être un simple distributeur, mais un utilisateur de ces outils-là, ça sera beaucoup plus efficace. Pour l'ensemble de la filière, en fait. Et vous êtes en capacité de le faire? Bien sûr qu'on est en capacité de le faire. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est déjà d'arriver à payer les salaires à la fin du mois. L'urgence, elle est là. Et que nous, notre métier, c'est avant tout, justement, d'accompagner au quotidien, avec une continuité de service, l'ensemble des personnes dont on a la charge. Voilà. Donc, derrière, arriver à prendre notre place réellement dans la filière, y compris d'un point de vue économique, très bien. Mais il faut juste qu'on nous donne un peu d'air pour pouvoir être en capacité de pouvoir justement déployer ses ailes. Caroline Mouminou, vous, vos outils, vos solutions, elles communiquent entre elles, Oui, s'interconnectent? Ça m'interpelle effectivement tout ce qu'on dit et ces synergies entre les uns et les autres. En tant qu'industriel, alors l'éthique, c'est évidemment, nous, chez Legrand, ça fait partie évidemment de notre ADN. On ne peut pas se permettre quoi que ce soit qui pourrait être dérouté ou dévié de l'éthique. Mais c'est toujours un petit peu sensible comme sujet parce que, pour répondre à votre question précédente, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que scientifique, en tant que technophile, en tant qu'acteur technologique, on s'intéresse beaucoup à la data, aux capteurs, parce que c'est vrai qu'une personne âgée dans son domicile qui a une activité anormale peut prétendre à une chute ou un malaise. Et c'est important parce qu'on ne va peut-être pas attendre l'aide-soignante ou l'aide ménagère 3 jours plus tard. Donc, oui, on va vers des solutions qui permettent l'interopérabilité, comme on le dit. C'est-à-dire que nous, on a nos produits, ils remontent des datas. Ça peut être intéressant déjà même avec ces informations d'en déduire quelque chose. Mais attention, Big Brother, attention, sécurité. Enfin, c'est toujours, la limite est toujours un petit peu difficile à tenir entre la sécurité de la personne et sa liberté finalement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'aidants qui sont tout à fait capables de demander la géolocalisation de ses grands-parents qui ont malheureusement Alzheimer. C'est pas très éthique de suivre une personne, mais en même temps, ça peut sauver une vie. Donc voilà, nous, on va vers cette tendance de data pour aider finalement d'autres acteurs à prédire ou en tout cas à agir plus vite. Mais on n'est pas les seuls, parce que ce n'est pas que nos produits qui sont effectivement installés dans le domicile, ce sont les acteurs du service et plein d'autres. Et là, c'est l'agrégation des informations qui vont permettre d'être plus efficaces et de sauver des vies ou en tout cas de limiter la dépendance en fait. Et il y a une étude qui est sortie hier, qui a été menée par le groupe Silver Alliance, qui indique que pour bien vivre à domicile aujourd'hui, il faut un budget de 1 200 € mensuels de produits, c'est-à-dire en plus du quotidien. Alors avec, c'est évolutif évidemment en fonction de l'âge et de la perte d'autonomie. Donc évidemment, plus on est âgé, plus le montant est important. Est-ce que vous essayez de travailler sur ces notions-là pour que ça soit solvable par les usagers?
On a beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup d'expérimentations EHPAD à domicile, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on permet à la personne âgée de rester chez elle, et ça n'a pas de prix. Enfin, je pense que voilà, c'est au-delà du financier, il y a aussi le côté psychologique. Et après, c'est apporter les services qu'on peut avoir dans un établissement pour permettre à la personne de vivre chez elle. Alors moi, je n'ai pas vraiment de jugement de valeur ou de référentiel. En tout cas, alors ce n'est pas des soins équivalents, mais ça coûtera toujours moins cher. Et c'est pour ça que la politique en France a été axée quand même sur le domicile. Ça coûtera toujours moins cher d'être chez soi le plus longtemps possible. Et en plus, ça répondra à la demande. Parce que la personne, elle veut rester chez elle. À condition que le domicile soit adapté et puisse accueillir correctement les gens. MaPrimeAdapt, vous y croyez les uns les autres? Je compte toujours avec les questions compliquées, moi. Ouais. Non, MaPrimeAdapt, je trouve que c'est une très belle évolution dans le sens où le message qui est de adapter son domicile, quand on veut faire des messages de prévention en France, on y arrive. Tout le monde sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît ça, celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Par contre, personne ne sait ce que c'est un ergothérapeute pour adapter son domicile, en gros. Et donc, partir sur un message de prévention un peu massif qui va dans le sens d'adapter son logement pour pouvoir bien vieillir à domicile, je trouve que c'est une super avancée. Après, dans les chiffres, dans les financements, dans comment ça a été monté, je ne vais pas m'épancher dessus, mais à la fin, ce sera 50 000, peut-être 100 000 aménagements par an en période de pointe quand le dispositif marchera bien. Ce ne sera toujours pas une réponse à la hauteur du besoin et de l'enjeu que représente le bien vieillir en France. Et surtout, c'est une réponse qui va accompagner des publics qui sont très modestes ou modestes avec un certain âge. Et donc, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans MaPrimeAdapt, c'est le fait qu'on communique sur ce sujet pour que ça évangélise un peu et que ça passe une bonne parole. Et après, ça touchera potentiellement quelques millions, peut-être et encore un peu moins d'1 million de bénéficiaires dans les 5 prochaines années, mais il en reste 13 millions qui veulent bien vieillir à domicile, et donc c'est là que la filière Silver Economy doit amener sa plus-value et peut-être suivre ce mouvement de communication pour apporter des résultats concrets. Je trouve que ça va dans le bon sens. Si on fait appel à votre autre casquette d'allogiacaire, vous allez vous développer à domicile des diagnostics d'ergo, si je ne me trompe pas, d'ergothérapie? Oui, moi, mon métier originel, c'est des diagnostics de prévention portés par des professionnels de santé à domicile. Donc là aussi, sur MaPrimeAdapt, bon, il y a encore des discussions qui doivent avoir lieu, mais c'est plutôt des AMO de l'ANA qui vont porter le dispositif, avec parfois des ergothérapeutes quand il y aura besoin. Mais encore une fois, moi, je suis une entreprise, société à mission, et donc je pense qu'on doit pouvoir aussi accompagner et trouver des solutions qui répondent à des besoins de personnes à domicile, sans attendre qu'à chaque fois on soit financé ou subventionné par des programmes. Donc moi, je suis plus intéressé par le message que ça diffuse que par l'aspect est-ce qu'on va réussir à répondre aux problèmes de manière générale avec MaPrimeAdapt? Je ne pense pas. Et est-ce qu'on a assez en France de professionnels pour adapter les logements, que ce soit dans le bâtiment ou dans l'ergothérapie? Alors, je pense que pour Monsieur Nataf, on n'a pas assez de professionnels. Pour les ergothérapeutes, il y en a bien assez. Et si on doit les mobiliser sur ce sujet, la question, ça reste le financement. Pour l'instant, dans les discussions qui sortent, dans MaPrimeAdapt, le fait d'avoir un ergothérapeute qui se déplace, qui va à domicile, qui accompagne une personne, qui est un professionnel de santé diplômé d'État, qui accompagne une personne, qui fait un rapport, qui sert à l'accompagner au bien vieillir, le forfait, c'est 200 €. Donc là, je pense qu'il va y avoir un problème de comment est-ce que les ergothérapeutes vont pouvoir fournir une prestation de qualité sur ce forfait-là. Je ne suis pas sûr que ça va tenir. Elsa, vous vouliez réagir? Sur MaPrimeAdapt, oui, puisqu'on avait historiquement aussi le volet du parc privé, du parc social, nous, dans le champ de l'assurance retraite. Le parc privé part entièrement dans le champ de l'ANA, et c'est très bien, ça va faciliter aussi pour les bénéficiaires la lisibilité aussi des services. Mais j'insiste sur un point, le parc social. Essentiel de continuer à soutenir le parc social, particulièrement en Ile-de-France, où la
typologie, topographie fait que voilà, les publics les plus fragiles sont résidents du parc social, avec un parc hyper vieillissant, sur lesquels les bailleurs n'ont pas toujours les moyens et les ressources pour pouvoir conduire de l'adaptation. Et là, la visite de prévention, nous, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler beaucoup, c'est-à-dire s'assurer que l'adaptation du logement, parce que adapter un logement ne veut pas dire qu'il a été bien adapté conformément aux besoins. Et là aussi, c'est de l'utilisation de l'argent public. L'idée, c'est de s'assurer d'avoir l'expertise d'un ergo pour pouvoir avoir une adaptation qui corresponde au mieux aux besoins de celles et ceux pour lesquels il y a eu une évaluation faite au domicile. Et du coup, d'avoir un suivi a posteriori avec des entreprises peut-être qui ne sont pas labellisées, me semble-t-il. Oui, alors moi, c'est souvent la façon dont on le voit. Alors, on a 30 bailleurs sur les 100 et quelques 30 bailleurs qu'il y a en Ile-de-France. On est conventionné avec 30 d'entre eux. Ça représente 80% de la population résidant dans le parc social, donc c'est un gros volume. Oui, on se dit que l'adaptation du logement est souvent, je le dis comme ça, le cheval de Troie vers une forme d'accompagnement vers une perte d'autonomie plus exprimée. Parce qu'on peut rentrer après avec l'ergo, la structure évaluatrice, le service à domicile. Si on venait en première intention avec ces services-là, vraisemblablement la porte ne serait pas ouverte. Là, on vient sur l'adaptation du logement qui nous permet, c'est aussi rentrer dans le logement de la personne, ce qui est quand même l'endroit le plus privé, le plus intime. Et on fait par effet de repérage sur la mobilité de la personne, la façon dont le domicile lui-même, l'état du domicile, les liens sociaux, la façon dont la personne sort ou continue à ne plus sortir, etc. Et là, on peut être en prescription d'aide et de solutions complémentaires, notamment de solutions innovantes ou de services innovants, notamment. On entend quand même plus parler ces derniers temps, je trouve, des bailleurs sociaux, des foncières, qui s'intéressent à cette question du vieillissement de leurs usagers. Je vais vous répondre, ils n'ont pas le choix. Enfin, quand on se retrouve avec certains bailleurs, 30 ou 40% de sa population qui a plus de 65 ans, avec des phénomènes qu'on observe, parce que nous, de Diogène, de problèmes d'accessibilité, du parc résidentiel, de zones blanches, donc des services très faibles à proximité, et qu'à côté de ça, ces gens habitent dans votre environnement, évidemment, il y a une nécessité, j'ai compris. Merci à tous. Je vois que Aurore Berger, notre ministre des Solidarités et des Familles, arrive. Donc, bienvenue, madame. Et je lui laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il s'installe. Cher Alain Bossetti, cher professeur Bertrand Fougère, cher Luc Broussy, cher Jean-Benoît Dujol, chers acteurs des fédérations en général du Grand Âge, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs. C'est un véritable plaisir évidemment pour moi d'intervenir devant vous ce matin à l'occasion donc des 10 ans de la Silver Economy. 10 ans déjà, c'est un bel anniversaire. Et 10 ans surtout de mobilisation et d'engagement pour changer nos regards sur le vieillissement de la population et assumer l'opportunité sociale, sociétale, économique de l'augmentation de notre espérance de vie. En 10 ans, c'est le bon moment aussi pour faire un point d'étape sur ce qui a déjà été fait et je crois dont nous pouvons être fiers et surtout ce que nous pouvons encore faire ensemble. Car c'est bien notre capacité à nous projeter, à tirer ensemble des trajectoires et à agir surtout dès maintenant pour préparer l'avenir dont il est aujourd'hui question. En 2030, vous le savez, un Français sur 3 aura plus de 60 ans et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Je répète régulièrement ces chiffres, les parlementaires les ont beaucoup entendus ces dernières semaines et parce que je crois qu'ils doivent susciter un écho et un véritable impact dans notre société. Parce que le défi démographique, il est évidemment sans appel. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on doit se donner les moyens de nous y préparer collectivement. Et puis, l'avancée en âge, je crois qu'elle nous fait peur parfois, qu'elle nous pousse sans doute au déni, qu'il s'agisse de notre propre vieillissement, celui de nos proches, nos parents, nos grands-parents, qui peut être extrêmement brutal, extrêmement déstabilisant, et du vieillissement collectif, évidemment, de notre société. Pour la société, écrivait Simone de Beauvoir, la vieillesse apparaît comme une sorte de secret honteux dont il est indécent de parler. Un secret honteux, donc, qui a prospéré,
sur nos angoisses intimes et qui continuent de nourrir des discours ambiants qui résument trop souvent la vieillesse à la dépendance et à la passivité. Un secret honteux qui nous laisserait croire qu'une société qui vieillit serait forcément une société en déclin. Un secret honteux dont nous nous sommes trop longtemps accommodés et dont je crois qu'il est surtout temps de nous défaire. Car l'avancée en âge, c'est d'abord une formidable avancée. Sur le dernier quart de siècle, l'espérance de vie des Français a gagné presque 5 années. C'est un formidable gain de civilisation, rendu possible par l'association des progrès de médecine, de notre modèle social, construit sur des solidarités collectives entre les générations et dont personne donc ne doit être exclu du fait de son âge. Cette révolution de la longévité, c'est une opportunité dont nous devons nous saisir. D'abord, pour avoir une société plus engagée, plus solidaire. Un tiers des bénévoles associatifs est composé de retraités, 55% des maires ont plus de 60 ans. Les personnes âgées sont aussi des acteurs indispensables de la solidarité familiale. Ils accueillent nos enfants, nos petits-enfants, ils transmettent et ils inspirent notre société. C'est aussi avoir une société plus inclusive et plus humaine, en adaptant nos communes et nos villages, nos infrastructures, nos services publics aux plus vulnérables. En clair, en pensant dès la conception des projets à tous pour éviter d'exclure trop souvent. Et puis, en développant l'emploi et l'innovation, et ici, vous le savez, je crois mieux que quiconque, les enjeux liés à l'innovation, au vieillissement sont de formidables terrains justement d'innovation, de création de services, d'entreprises, mais aussi de création d'emplois dans tous les secteurs commerciaux, publics et non lucratifs. Si elle est donc une opportunité, cette révolution de la longévité, elle nous oblige. Nous avons la responsabilité de garantir le respect des droits, la participation de tous les citoyens âgés à notre vie collective et surtout donc de les associer, de vous associer à tous les projets qui les concernent directement. Être vieux, en clair, ça n'est pas être un citoyen au rabais, assigné à résidence et dont les envies et les choix ne compteraient plus. J'ai rencontré donc cette sportive, 84 ans, qui va tout à l'heure parcourir encore le 100 mètres et qui va essayer de battre son record personnel de 21 secondes et 77 centièmes. Donc ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre de manière évidente. Mais c'est à nous d'anticiper cette transition démographique pour être en capacité de proposer d'ici 2030 une véritable transformation qui va garantir l'accompagnement des personnes âgées et un accompagnement de qualité qui tiendra compte de leurs aspirations. Face à ce défi, l'État est pleinement mobilisé et je crois que ce mois de novembre a marqué une nouvelle étape dans notre engagement. Depuis ma nomination il y a 4 mois, j'ai souhaité tout accélérer. D'abord, la conception de la stratégie interministérielle Bien Vieillir qui a été présentée il y a 2 semaines et dont plusieurs membres ici ont participé à la conception. Cette stratégie, elle est inédite parce qu'elle sort d'abord d'une stricte logique qui considère que le vieillissement, c'est uniquement un sujet sanitaire ou médico-social. Et je crois que pendant trop longtemps, on a voulu enfermer la question du vieillissement et la limiter à ces simples caractéristiques-là. Inédite car elle mobilise tous les leviers qui sont évidemment à notre disposition. Nous avons présenté des mesures très concrètes pour répondre au quotidien des Français qui avancent en âge, parce qu'en vérité, c'est tous les aspects de la société qui sont concernés. C'est le logement, les villes, les transports, les démarches administratives, c'est l'activité sportive, culturelle, la citoyenneté, l'alimentation. C'est l'adaptation en vérité de l'ensemble de nos comportements. La semaine dernière, et je salue la rapporteure Laurence Cristol, l'Assemblée nationale a adopté, et très largement, la proposition de loi Bien Vieillir, avec, je crois, en plus des débats de qualité qui prouvent que l'enjeu du vieillissement de la population peut parfois permettre de dépasser certains clivages et certaines postures partisanes, et c'est rassurant. Cette proposition, elle apporte là encore des réponses concrètes à nos concitoyens, mais aussi aux professionnels du soin, du lien, de l'humain. Je le dis ici devant des spécialistes sur toutes les questions des aides à domicile. D'abord, pour nos concitoyens, je pense au rapport qui nous avait été remis à Agnès Firmin-Lebaudot et à moi-même de Laurent Frémont, puisque nous allons consacrer le droit de visite des personnes dans les établissements médico-sociaux. C'est une avancée majeure et c'était surtout une nécessité en termes de dignité des personnes. C'est aussi la création d'un véritable circuit de signalement pour lutter avec efficacité contre toutes les maltraitances et la création d'un service public départemental de l'autonomie, en clair, enfin un guichet humain, un guichet unique pour donner accès à l'ensemble des informations aux personnes concernées, mais surtout à leurs familles,
Et puis, je pense aux professionnels, la carte professionnelle qui va permettre aussi la montée en qualification avec des heures qualifiantes, et puis la mise en place d'un fonds d'aide à la mobilité dont j'ai annoncé la dotation de 100 millions d'euros supplémentaires, en plus évidemment de l'engagement de l'État qui a déjà été pris. Et je sais évidemment tout ce dont nous avons à travailler encore, notamment en lien avec les départements, pour que ces sujets avancent. Et puis cette proposition de loi, elle porte surtout un engagement que j'ai pris, que la Première ministre a confirmé la semaine dernière. Enfin, une vraie loi de programmation qui sera donc présentée avant l'été pour être adoptée avant la fin de l'année 2024. Parce que comme la transition écologique, la transition démographique nécessite une planification. Et je l'ai dit, une nouvelle méthode de travail qui va associer l'ensemble des parlementaires, tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat, l'ensemble évidemment des acteurs du grand âge, l'ensemble des fédérations, des syndicats, et puis individuellement aussi pour recueillir les propositions et préconisations des personnes qui sont directement concernées, et puis l'ensemble des associations d'élus locaux. Et puis pour préparer cette France de demain à laquelle nous aspirons, nous avons besoin de tous, et vous avez donc ici, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'intervenir devant vous, un rôle à jouer, et un rôle que vous jouez déjà. Ça fait maintenant 10 ans que vous êtes structuré autour de la Silver Economy. Je tiens à remercier Luc Broussy, qui est devant moi, pour son engagement exigeant autour de France Silver Economy, et l'objectif qu'il s'est fixé d'une meilleure cohérence de l'écosystème du bien vieillir. Les entreprises, j'en ai encore rencontré certaines et je vais surtout en profiter ce matin, peuvent compter sur l'engagement d'un grand nombre d'acteurs dans le secteur du grand âge. Et je veux les citer. France Silver Economy donc, l'Union nationale des gérontopoles, la délégation du numérique en santé, l'Agence nationale du numérique en santé, la CNSA, la CNAV, la CNAM et localement beaucoup de clusters et de Living Lab. Mais peut-être que c'est aussi trop d'acteurs et un risque de dispersion aussi des forces vives que nous avons, et nos entreprises, elles le disent, elles ont encore trop de difficultés pour se déployer, notamment parce qu'elles ne disposent pas d'un interlocuteur unique, clairement identifié, en capacité de les informer, de les accompagner, de les conseiller. Et dans le même temps, je crois que le grand public n'identifie pas d'opérateur national en charge du sujet du vieillissement et qui serait, je crois, un gage de confiance dans la transition qui s'amorce. Les pouvoirs publics manquent enfin d'une véritable instance de pilotage sur laquelle s'appuyer pour définir une stratégie qui rassemblerait l'ensemble des initiatives menées dans le champ des personnes âgées, qui donnerait la visibilité et de la cohérence à cet enjeu majeur. C'est la raison pour laquelle je lance une mission visant à mieux structurer l'écosystème du bien vieillir et que j'en confie la responsabilité au professeur Bertrand Fougère pour définir enfin cette stratégie, pour coordonner toutes les initiatives existantes, donner une vision et intégrer toutes les dimensions scientifiques, sociales, économiques, culturelles, sanitaires et médico-sociales liées au vieillissement. Cette mission, ce n'est pas une de plus, c'est une vraie mission de préfiguration qui a pour objectif d'accélérer la modernisation du secteur et pourquoi pas de créer un institut national du vieillissement qui sera garant de l'indépendance de la stratégie qui sera menée tant au niveau national qu'évidemment au niveau local. Je réunirai avec le professeur Fougère l'ensemble des acteurs de notre écosystème du bien vieillir pour pouvoir lancer cette mission et puis garder cette logique de co-construction et cet esprit de transversalité et d'interministérialité, parce que sur ces sujets, vous le voyez bien, il n'y a pas que le ministère des Solidarités et des Familles qui doit porter ce défi, il faut que l'ensemble de la société se sente évidemment impliqué, et donc à nous de faire en sorte que vous le soyez, car c'est bien cela dont il est question aujourd'hui, transformer notre société pour réussir cette transition démographique. Notre ambition, elle est là, faire de la vieillesse, pour dire les mots, une véritable question de société et construire un pacte aussi renouvelé entre les générations. Je crois encore une fois que le mois de novembre a montré une accélération qui était attendue, une accélération forte, et que nous avons devant nous en 2024 des chantiers majeurs et des défis à relever, et qu'au-delà des acronymes, au-delà des enjeux de gouvernance, des enjeux de financement, c'est d'abord un enjeu majeur, social, sociétal, sanitaire, économique, et encore une fois, une formidable opportunité qui devrait toutes et tous nous réjouir. En tout cas, j'y mettrai énormément d'énergie, mais j'espère surtout pouvoir compter sur la vôtre. Je vous remercie.